Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de mes 10 dernières lectures, plus précisément de 9 romans et une bande dessinée. Donc, je commence tout de suite par Le meurtre de la rue Blanche, écrit par Paul Colise et publié aux éditions Hervé Chopin. Alors, dans ce roman, on est avec un duo d'enquêteurs, Emma Toussaint et Fabrice Collet. Alors, les deux sont très différents. Emma Toussaint, je vous dirais qu'elle c'est une femme qui manque un petit peu de savoir-vivre, alors que Fabrice, lui, est très organisé et très méthodique. Et donc, notre duo va enquêter sur un dossier assez épineux, là, parce que c'est un avocat célèbre qui est soupçonné d'appartenir à un réseau d'évasion fiscale. Et en fait, cet avocat va être assassiné. Et c'est un dossier qui avait été confié à deux autres types d'enquêteurs. Là, je pense un détective privé, puis je me souviens plus trop, mais en tout cas, bref, ils n'ont pas réussi à comprendre ce qui s'était passé. Ils n'ont pas réussi à résoudre ce meurtre. Donc, ça sera pas facile pour Emma et son collègue Fabrice. Et non seulement ça, mais il y a aussi une ancienne affaire qui va ressurgir. Donc, on va être un peu dans deux enquêtes dans ce roman avec ce duo. C'est un roman que j'ai franchement bien aimé. Surtout, en fait, d'abord et avant tout, pour les personnages. J'ai adoré ce duo, Emma et Fabrice. Ils m'ont fait rigoler. Les échanges entre eux, justement du fait qu'ils sont si différents, c'était comique. Ah, vraiment, ça, là, je sais pas si l'auteur va écrire d'autres romans avec ces deux enquêteurs, mais je serais absolument ravie de les retrouver dans d'autres tomes. Pour ce qui est des enquêtes, bon, je vais être honnête avec vous, c'est pas les enquêtes les plus palpitantes et intrigantes que j'ai pu lire dans ma vie, mais c'était quand même franchement de bonnes enquêtes qui tiennent la route, d'autant plus que dans ce roman, je sais pas si on peut le qualifier à 100% de cozy mystery, mais il y a certainement une vibe de cozy mystery. Et dans ce sous-genre policier, souvent ce que je reproche, c'est justement que les enquêtes soient complètement invraisemblables. C'est pas le cas ici, elles sont vraisemblables. Et donc, si j'avais un parallèle à faire, moi, ça m'a un peu fait penser à la série télévisée culte Columbo. Je sais pas si vous connaissez, moi j'écoutais cette émission quand j'étais toute jeune. Et Emma Toussaint m'a un peu fait penser à Columbo. Tu sais, vous savez, ce détective qui a l'air un peu brouillon, mais qui finalement est extrêmement perspicace. Ben, c'est un peu ça, Emma Toussaint, dans ce roman. Et d'ailleurs, les enquêtes s'appuient, la résolution en fait des enquêtes s'appuie beaucoup sur l'instinct de cette femme. Donc voilà, franchement, un très bon roman. Si vous aimez les romans policiers légers, si vous aimez les cozy mystery, c'en est un que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu Demain est un autre jour de Laurie. Là, je l'ai pas avec moi le roman, j'espère que je me tromperai pas, mais de toute façon, je vais vous mettre l'image ici. Laurie Spillman Nelson ou Laurie Nelson Spillman? Je suis plus sûre. C'est publié chez Le Cherche Midi. D'ailleurs, ils ont réédité le roman parce qu'il y a un film qui est sorti sur Netflix. Alors, dans ce roman, on est avec le personnage de Brett qui a une relation assez fusionnelle avec sa maman. Mais sa maman va malheureusement décéder au tout début du roman. Et suite à ça, en fait, sa maman, elle avait une énorme compagnie de cosmétiques. Donc, Brett, elle pense qu'elle va hériter de cet empire familial, mais finalement, pas pantoute. C'est même... on est même loin de là parce que dans l'héritage de sa mère en fait va faire le souhait, est-ce qu'on dit le souhait, ou plutôt va exiger que Brett soit mis à la porte de la compagnie. Et là, ça s'arrête pas là. Elle va aussi sortir une vieille liste de souhaits que Brett avait écrit alors qu'elle avait seulement 14 ans. Et sa mère va exiger en fait que Brett réalise tous ses rêves d'enfance qui étaient écrits sur cette liste
pour pouvoir accéder à son héritage par la suite. Alors, voilà l'histoire de ce roman. Moi, être honnête avec vous, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit non, mais quelle idée complètement débile. Débile parce qu'on s'entend le rêve d'une enfant de 14 ans. Là, dans la liste, il y a entre autres acquérir un cheval. Mais tu sais, Brett, elle habite en pleine ville. Je pense qu'elle habite à New York. Donc, tu sais, c'est complètement ridicule d'avoir un cheval quand tu habites en ville. Et là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vous dirais que le pire là-dedans, c'était... Tu sais, il faut savoir qu'elle a 1 an seulement pour réaliser ses souhaits d'enfance. Et dans cette liste, il y avait tomber en amour et avoir un enfant. Donc là, je me suis dit, quelle sorte de mère exigerait que sa fille, en dedans d'1 an, rencontre l'amour et tombe enceinte, tu sais? Fait que voilà, je trouvais ça un peu débile, je dois vous l'avouer, mais d'un autre côté, je savais aussi le message que tentait d'émettre l'autrice, soit de donner de l'importance à ses rêves d'enfant, de garder en fait son cœur d'enfant. Fait que là, pour pouvoir m'abandonner à ce roman, j'ai décidé de plutôt le voir sous cet aspect. Et j'ai pas regretté parce que, savez-vous quoi? J'ai vraiment eu du plaisir à lire ce roman. Je pense que c'est principalement dû au fait que je me suis beaucoup attachée au personnage principal. J'ai adoré le personnage de Brett. Je la trouve super attachante. J'étais, je l'avoue, très curieuse de voir comment elle allait réussir à réaliser chacun de ses souhaits d'enfance. Et j'ai aimé la voir évoluer là-dedans. J'ai aimé voir ce que ça allait apporter chez elle, en fait, dans sa vie. C'est sûr qu'on est dans un roman, j'allais dire roman, on est dans un roman feel good, tout va s'imbriquer un peu trop facilement. Je lisais le livre, je me disais, my God, on dirait quasiment que sa mère était une devin et qu'elle avait deviné tout ce que ça allait apporter au personnage de Brett. Ouais, est-ce que j'y ai cru à 100%? Peut-être pas, mais je le répète, j'ai eu bien du plaisir à lire ce roman. Donc, si l'idée de départ ne vous fait pas trop lever les yeux au ciel, ben je vous dirais de le tenter. C'est un roman qui fait du bien puis qui était bien fun à lire. Alors, ensuite, j'ai lu, là on n'est pas pantoute dans le feel good, j'ai lu Jacaranda de Gaël Faye. Je suis pas sûre de la prononciation, j'en suis désolée. Et c'est publié aux éditions Grasset. Alors, dans ce roman, on est avec le personnage de Milan. Milan, au tout début du livre, il a seulement 11 ans, si je me souviens bien. En tout cas, à peu près. Il habite à Paris avec ses parents. Son père est français et sa mère est d'origine rwandaise. Et sa mère est absolument secrète, je dirais même complètement fermée sur ses origines. Elle ne veut absolument pas parler de son pays, ni de sa famille, ni de sa vie finalement avant d'arriver en France. Et Milan, il aimerait ça, il trouve ça triste en fait que sa mère soit fermée à lui autant que ça. Il aurait la curiosité d'en connaître plus sur le Rwanda, d'en connaître plus sur l'histoire de sa mère. Et là, un jour, pendant un été, il va aller au Rwanda avec sa maman parce qu'elle doit en fait régler des trucs administratifs. Et suite à cet été en question où il va connaître sa grand-mère, il va connaître pas son cousin, voyons, c'est pas son cousin, c'est son oncle en fait, mais il va créer des liens d'amitié avec ce garçon, Claude, qui était d'ailleurs venu passer quelques jours à la maison suite aux répercussions absolument effroyables du génocide génocide des Tutsis. Et il va connaître aussi l'ami de sa mère, sa fille, bref, en tout cas, il va découvrir aussi ce pays, le Rwanda, qui est dévasté justement suite au génocide des Tutsis. Et donc, suite à cet été-là, il va revenir après à Paris, mais plus tard, lorsqu'il sera jeune adulte et même adulte, il va retourner au Rwanda, il va même y habiter pendant plusieurs années.
Et donc, il va en apprendre sur ce pays, il va en apprendre sur sa famille, il va finalement enfin découvrir qu'est-ce que sa mère a vécu en fait et pourquoi elle est comme ça. Donc voilà, c'est franchement un très bon roman. Ce sont des sujets, vous l'aurez deviné, extrêmement lourds, mais je sais pas, la plume de l'auteur est tellement belle et tellement douce que on dirait que ça venait un petit peu alléger les sujets justement tellement lourds. Je trouve aussi qu'il dose bien la quantité d'informations parce que, ben, dans ce roman, on est dans les souvenirs hein, souvent des personnages, donc on n'est pas en plein génocide. Je pense que si on avait été vraiment dedans, ça aurait été trop dur à lire. Mais il y a quand même des passages où on nous raconte avec détail ce qu'ils ont pu vivre. Et mais je pense que l'auteur devait le faire parce que pour nous aider à comprendre en fait toute l'horreur qu'ils ont vécue. Et quand je dis horreur, le mot est faible, c'est épouvantable. Mais voilà, justement, on nous donne, on n'est pas là-dedans du début à la fin, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous dis que l'auteur a quand même bien dosé. Donc, franchement, j'ai trouvé aussi que il y avait une écriture très imagée. J'avais un peu l'impression d'y être au Rwanda. J'avais l'impression de sentir les odeurs, de voir les lieux. Vraiment, il écrit hyper bien. Et donc, c'est un roman passionnant. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur et c'est drôle, je me l'explique pas encore exactement pourquoi, parce que j'ai aucun défaut, aucun bémol à dire sur ce roman. On dirait que j'ai gardé une certaine distance avec le personnage principal de Milan. Je pense que c'est pour ça que ça n'a peut-être pas été aussi foudroyant comme impact que je l'aurais cru. Mais bon, je vous dis ça juste pour vous expliquer pourquoi c'est pas un coup de cœur. Hein. Des fois, ça s'explique pas vraiment, mais il reste que c'est une très bonne lecture et je suis convaincue que ça peut être un coup de cœur pour plein de lecteurs. Donc, franchement, un roman à découvrir. Ensuite, comme vous pouvez voir, le bilan lecture commençait vraiment très bien parce que les 3 livres dont je viens de vous parler, c'était franchement des bonnes lectures. Malheureusement, ça ne durera pas parce que le prochain livre, oh que je l'ai pas aimé, je suis désolée. Jour de Ressac de Mélisse de Kerangal, publié aux éditions Verticales. Dans ce roman, le personnage principal, une femme, en fait, au tout début, là, elle va recevoir un appel c'est un policier, je pense, qui lui dit de se rendre, en fait, au poste de police parce qu'ils ont des questions à lui poser concernant le corps d'un homme qu'ils ont retrouvé. Donc, c'est un meurtre. Et bref, ils veulent rencontrer cette femme, le personnage principal. Et là, savez-vous quoi? Je vais m'arrêter là pour le résumer, mais c'est un peu vrai. C'est comme ça que tout va débuter dans ce roman. Au début, là, vraiment, je trouvais ça, j'aimais ça parce qu'il y avait vraiment un côté tellement intriguant, tellement mystérieux et étrange aussi. Tu sais, les réactions du personnage principal, on dirait que je les comprenais pas à 100%, mais ça amenait ce côté un peu mystérieux et bizarre qui me donnait envie de poursuivre ma lecture. Mais après ça, là, on va partir dans des directions, là, mais qui m'ennuyaient à un tel point que j'ai cette impression d'avoir complètement décroché de ma lecture, puis j'ai comme jamais rembarqué. J'ai comme jamais rembarqué dans le train finalement. Et là, quand je vous dis qu'on part dans d'autres directions, c'est que, en fait, le corps de l'homme qu'ils vont retrouver, ils l'ont retrouvé, est-ce qu'on dit au Havre? Dans le Havre? Voyons, je sais pas trop, mais en tout cas, cette région de Normandie en France. Et c'est là où vivait notre personnage principal lorsqu'elle était enfant. Et donc, finalement, on va comme partir dans les souvenirs d'enfance du personnage principal. On va aussi nous donner vraiment beaucoup de détails sur le Havre. Mon Dieu, que ça m'intéressait pas pantoute.
Donc voilà, je me suis ennuyée à lire ce roman, mais vraiment solide. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient recommandé cette autrice, Mélisse de Kerangal. Je suis peut-être pas tombée sur son meilleur, mais j'avoue que même si oui, je suis d'accord qu'elle écrit très bien, c'était en tout cas dans ce roman-ci un style beaucoup trop alambiqué pour moi. Tu sais, quand on part d'un sujet, puis on s'en va ailleurs, puis on revient, puis on repart ailleurs. Tu sais, il y avait plein de digressions qui m'ont, comme je vous dis, ennuyé et fait perdre complètement le fil de cette histoire. Donc voilà, ça sort pas à... Je vais m'arrêter là. Je pense que vous l'aurez compris, ça n'a pas été un succès pour moi. Ensuite, je vous parle d'une bande dessinée Grégory de Pat Perna et Christophe Gauthier avec la participation de Jean-Marie Villemain. Alors, c'est publié chez Les Arènes BD. Alors, dans cette BD, on va nous raconter un drame qui s'est réellement passé. On est en octobre 1984. On va repêcher le corps d'un petit garçon, Grégory, qui a seulement 4 ans. Et donc, c'est un meurtre ça va être très difficile de comprendre ce qui s'est passé. Et le père de Grégory, qui est justement Jean-Marie Villemain, va par la suite se venger. Il va aller tuer son cousin Bernard Laroche parce qu'il pense que c'est le coupable. Il pense que c'est lui qui a tué son fils. Donc voilà l'histoire de cette bande dessinée. C'est une bande dessinée de grande qualité, mais j'avoue que j'ai eu un petit sentiment de voyeurisme un peu malaisant parce que, tu sais, des fois, il y a des faits vécus, je trouve, qui sont inspirants, des faits vécus qui sont importants à raconter parce qu'ils peuvent soulever des réflexions qui nous font avancer dans la vie. Cette histoire-ci, si on la lit, c'est vraiment juste par curiosité. Là, en fait, j'ai pas trouvé d'autres... je me suis questionnée à savoir justement quel était l'objectif finalement de nous raconter tout ça. Mais bon, il reste que c'est une bande dessinée. J'ai envie de vous dire que je la recommande fortement à tous ceux qui aiment lire ou écouter des true crimes, donc ceux qui aiment aussi aller creuser des faits divers puis comprendre tout ce qui s'est passé. C'est une bande dessinée très factuelle. J'ai pas senti que les créateurs essayaient de nous faire une histoire avec tout ça. C'est vraiment plutôt une suite de faits. Et quand je vous dis que c'est une bande dessinée de très grande qualité, vraiment, là, c'est... on le sent que les créateurs s'appuient sur beaucoup, beaucoup de documentation. Donc, on le sent que c'est très, très documenté. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, là, vraiment, c'est une bande dessinée de qualité. Mais comme je vous dis, moi, je me suis sentie un petit peu voyeur, puis je sais pas, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais bon, je vous montre un peu les planches. Comme vous pouvez voir, c'est très sombre. Mais bon, c'est pertinent avec l'histoire qu'on nous raconte, évidemment. Donc, de très belles planches. Alors, voilà, je vous invite à la découvrir. Grégory, publié chez Les Arènes. Alors, je m'arrête là pour ce premier segment, mais je vous reviens dans quelques secondes pour vous. Me voici de retour pour ce bilan lecture et je poursuis avec 2 romans en même temps parce que, premièrement, ils ont été écrits par le même auteur, mais aussi parce que mon avis, je vous dirais, est assez semblable pour les deux. Donc, 2 hommes en un de Graham Greene et Le ministère de la peur, toujours de Graham Greene, donc un auteur anglais qui est né au début des années 1900. Et c'est un auteur qui avait beaucoup de succès. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses romans qui ont été adaptés en film. Et pourtant, au Québec, c'est un auteur qui est plutôt méconnu. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de la maison d'édition Flammarion Québec de rééditer ses romans dans une nouvelle traduction.
de Claro. Alors, premièrement, dans 2 hommes en un, on est avec Francis Andrews, qui, lui, faisait partie d'une bande de contrebandiers, mais il va les trahir, et donc le chef de cette bande en question va tenter de se venger. On est donc avec un personnage qui a peur pour sa peau. Et dans le ministère de la peur, on est avec Arthur Rowe qui va gagner un gâteau lors d'une étrange tombola. Et donc, suite à ça, il va être menacé. Et il faut savoir aussi qu'ici, on est à Londres en pleine Seconde Guerre mondiale. Il y a des bombardements partout, donc c'est déjà pas facile de survivre dans ce contexte. Mais en plus, avec notre personnage principal qui est menacé et qui sait pas trop exactement ni pourquoi on lui en veut. Donc, je vous dirais que ces 2 romans-là sont plutôt difficiles à mettre dans une case. C'est des romans noirs, romans d'espionnage, romans policiers, un petit peu un mélange de tout ça, j'ai envie de dire. Et surtout, dans les 2 cas, il y a une espèce d'ambiance très, très étrange, très bizarre, qui donne ce côté très mystérieux et intriguant. Dans les 2 cas, d'ailleurs, moi, en fait, au début des romans, je trouvais ça hyper intriguant, justement, ce côté très bizarre. Je voulais comprendre, je voulais savoir dans quoi on était embarqué exactement. Mais dans les 2 cas, je vous dirais qu'en cours de route, c'est comme si je me suis un peu perdue à travers toute cette ambiguïté. Donc, je pense que c'était peut-être un petit peu trop étrange pour moi. Mais il reste que ceux qui aiment les romans d'espionnage et qui sont à la recherche justement de romans originaux, ces romans sont absolument originaux. D'ailleurs, moi, si j'avais un comparable, je les lisais puis j'avais un peu cette impression d'être dans un rêve, dans une espèce d'hallucination. Fait que franchement, je suis sûre que ça peut plaire aux amateurs du genre, mais pour moi, c'était peut-être pas tout à fait. En fait, c'était pas tout à fait pour moi, je pense. Mais je suis quand même contente d'avoir découvert Graham Greene. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Et tombent les filles de James Patterson, publié aux éditions J.C. Lattès. Alors ici, on est dans un thriller avec tueur en série, plus précisément avec Casanova, qui est un homme qui aime beaucoup les belles femmes, qui collectionne les conquêtes et qui va surtout les traquer, les séquestrer, et si elles n'obéissent pas à ses ordres, il les tue. Et on a aussi, Casanova, lui, il est en Caroline du Nord, mais on a aussi à Los Angeles le Gentleman, qui lui aussi est un tueur de femmes. Donc, les 2 se ressemblent tellement qu'à un moment donné, on finit par se demander est-ce que finalement il y a 1 ou 2 tueurs en série. Ça, je vous laisse le découvrir. Mais on est dans ce roman avec Alex Cross, qui est un flic et un docteur en psychologie. C'est lui qui va se mêler de cette affaire et surtout, en fait, c'est que sa nièce Naomi va disparaître et va être enlevée par justement Casanova. Donc, cette affaire en question va un peu devenir une affaire personnelle. Alors, c'est drôle parce que les 2 romans dont je viens de vous parler, je vous ai dit qu'ils étaient peut-être un petit peu trop originaux pour moi. Et bien, celui-ci, c'est tout l'inverse. Je l'ai trouvé beaucoup trop banal. C'est sûr que c'est un roman qui a été publié il y a de ça à peu près 30 ans. Peut-être que si je l'avais lu à cette époque, j'aurais un tout autre avis. Mais j'ai lu quand même beaucoup de thrillers avec tueurs en série et inévitablement, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de le comparer. Et je trouve que celui-ci, il n'y a rien en fait qui le fait ressortir du lot. Moi, j'aime lire des thrillers avec tueurs en série quand il y a un développement psychologique autour du tueur en question. J'aime ça quand l'auteur réussit à nous faire sentir qu'on rentre dans la tête de ce personnage pour comprendre qu'est-ce qui va pas finalement là-dedans, qu'est-ce qui tourne pas rond, tu sais. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de développement psychologique dans ce roman.
J'ai trouvé aussi que ça manquait tellement de rythme. D'habitude, quand je lis un thriller, c'est justement pour avoir ce côté un peu page-turner. Mais ici, je l'ai pas eu. D'ailleurs, ça m'a tellement pris de temps à lire ce livre. Donc voilà, ça a vraiment pas été un succès pour moi, malheureusement. Alors là, ne vous inquiétez pas, les 2 derniers romans dont je vous parle ont été de très bonnes lectures, donc on va finir tout ça sur une note positive. J'ai lu Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, publié aux éditions Gallimard. Alors dans ce roman, on a une histoire vraiment très originale parce que, en fait, tous les enfants de la planète Terre rêvent au même rêve. Mon Dieu, ça se dit mal, hein? Mais c'est une espèce de rêve collectif, finalement. Et on va vivre il va y avoir plusieurs rêves tout au long de la lecture. Et tous ces rêves en question provoquent toujours un phénomène surnaturel, en fait. Des phénomènes qui parfois vont même mettre leur vie en jeu à ces enfants et même aux personnes de leur entourage. Et dans ce roman, on va suivre 3 personnages plus particulièrement, donc 3 narrateurs différents. On a entre autres Eva qui a fui son mari avec sa fille Lucie. Et donc voilà. On a aussi le personnage de celui qu'on appelle le géant qui habite tout près de la maison où va se réfugier Eva. Et on va suivre aussi le mari, en fait, celui que Eva tente de fuir. Donc on suit ces 3 personnages et en même temps, en toile de fond, bien évidemment, on a tous ces rêves qui semblent menacer la planète Terre. Alors, c'est un roman, comme je vous disais, extrêmement original. C'est un roman, je pense qu'on peut le qualifier de science-fiction, mais très accessible. Donc, si vous n'êtes pas habitué de lire comme moi d'ailleurs, des romans de science-fiction, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu avec ce roman. Et non seulement l'histoire est extrêmement captivante, extrêmement intrigante, mais les personnages aussi, j'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé comment l'autrice nous parle de la relation mère-fille entre Eva et Lucie. J'ai trop aimé le personnage du géant aussi. C'était tellement un beau personnage. Donc voilà, c'était un combo parfait, des personnages hyper intéressants et une histoire captivante. Donc vraiment, c'est un roman que je vous recommande certainement. Le dernier roman, je l'ai trouvé vraiment magnifique, Miséricordia de Lydia Georges, publié aux éditions Métellier. Alors, dans ce roman, l'autrice nous retranscrit le journal intime de sa mère qu'elle a enregistré sur un petit magnétophone durant ses dernières années de vie en maison de retraite. Donc, là, je vous dis ça parce que c'est ce qui est écrit en 4e de couverture, mais on n'a pas l'impression de lire une retranscription. Tu sais, en fait, on a finalement l'impression de lire un roman écrit au jeu et de vivre le quotidien d'une vieille dame en maison de retraite. Alors, si j'ai tant aimé ce roman, c'est justement parce que je me suis tellement attachée à cette vieille dame, Donna Alberti. Elle me faisait parfois rigoler, parfois, des fois, j'étais triste de ce qu'elle vivait, de sa solitude, mais parfois aussi, j'étais émerveillée par ces petits bonheurs qu'elle retrouve quand même parfois dans son quotidien, entre autres par de belles relations avec des personnes qui travaillent dans cette maison de retraite ou d'autres fois par d'autres résidents. Donc vraiment, une femme extrêmement attachante. J'avais toujours, tu sais, quand je déposais le livre, j'avais toujours cette hâte de la retrouver. C'est sûr que si vous avez envie d'un roman hyper divertissant, c'est pas du tout le genre de roman que je vous recommande. Tu sais, faut que l'idée de départ vous plaise parce que sinon, je pourrais absolument comprendre que certains lecteurs trouvent cette lecture ennuyante parce que c'est sûr que ça va de soi, il se passe pas énormément de choses. Mais si c'est si beau, en fait, c'est que j'ai trouvé ce roman tellement humain.
est tellement vrai. Tu sais, on a cette espèce de sensation de proximité avec le personnage et ça met de l'avant ce qu'on retrouve trop peu en littérature, c'est-à-dire des personnages vieillissants. Le contexte, le quotidien des maisons de retraite aussi, c'est rare, moi, que j'ai été plongée dans des romans dans une maison de retraite, en fait, de voir comment tout ça, comment tout se passe et comment ça peut être de l'intérieur de quelqu'un qui y habite. Alors, vraiment, un roman extrêmement beau et extrêmement bien écrit que je vous recommande si c'est le genre d'histoire qui vous parle. Parce que, comme je vous dis, si ça vient pas vous chercher et que ça vous parle pas, vous allez trouver ça ennuyant. Alors, ben voilà, qui termine mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Alors moi, je vous reviens la semaine prochaine avec ma pile à lire de l'été. Ça va être en même temps un book haul. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt. Bye!